merci beaucoup aux sponsors pour permettre de nous faire venir déjà et nous permettre d'avoir cet événement-là. Et sur ce, je vous propose qu'on démarre. Alors, Kanban, un potentiel inexploité. On va vous parler un petit peu de ce sujet-là. Mais avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Je m'appelle Olivier Mier et je suis la personne sur la droite. En cas qu'il y ait un doute, du coup, François. Voilà, donc François Boulon, coach en cours d'upgrade, on va dire. Et puis, on va vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Pourquoi on est là? En fait, on a partagé un constat avec Olivier en se disant on est assez surpris du fait que Kanban soit quand même si peu utilisé. Finalement, en tout cas pleinement à sa juste mesure, en tout cas par rapport à notre vision. Le deuxième point, c'est que, étonnamment, malgré le fait que ce soit si peu utilisé pleinement, pour tous les deux, quand on en a discuté, c'est notre approche privilégiée. Et du coup, on se pose la question de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que pour nous, c'est l'approche privilégiée parce qu'elle est plus simple et qu'elle crée moins de bruit. Et pourtant, ce n'est pas celle qui est souvent utilisée sur le marché. Et puis surtout, ça permet de partager, en tout cas, et nous, on voulait vous partager aussi notre point de vue sur Kanban et pourquoi on est surpris du fait que ce soit si peu utilisé. Donc là, on va vous partager plutôt des petits retours, on va dire des petits verbatim par rapport à finalement les retours qu'on a, les petites remarques qu'on a, mais pourquoi vous n'utilisez pas Kanban? C'est juste un tableau, il n'y a pas des post-it, avec des post-it. Si on arrêtait les sprints et on va faire du Kanban, voilà. Kanban, ça ne s'applique pas chez nous. On n'a qu'à reprendre le tableau d'une autre équipe et puis ça fonctionnera comme il faut. Et le dernier, je ne sais pas trop comment faire le Kanban. En fait, on a aussi été confronté au fait que les gens, ils connaissent de nom, mais finalement, ils ne savent pas trop ce que c'est réellement, opérationnellement, et comment ça fonctionne. Et au final, en conclusion, ce qu'on s'est dit avec Olivier, c'est que les gens, ils ont tendance à s'arrêter trop tôt, ou alors à rester sur un a priori de Kanban, finalement, c'est un tableau avec des colonnes et des tickets qui se baladent dedans. Du coup, qu'est-ce que c'est Kanban? Donc pour définir Kanban, autant prendre des définitions. Et malheureusement, comme l'agilité ou d'autres sujets, il n'y a pas qu'une seule définition. Donc on en a pris au moins deux. La première, elle vient de prokanban.org, qui est on va dire, des organismes qui partagent autour de Kanban de manière assez régulière. Et pour cet organisme-là, Kanban, c'est une stratégie visant à optimiser le flux de valeur à travers un processus. Donc derrière ces trois mots-là, on dirait que ces trois éléments en fait en gras, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est défini comme une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec une intention. L'intention, elle est précisée, c'est d'optimiser le flux de valeur. Et on a une focale qui est sur le processus. Donc là, en fait, déjà, ça nous permet d'avoir une lentille sur ce que Kanban pourrait être. Continue. Et du coup, un autre organisme qui est lui plutôt historique, qui est la Kanban University, nous dit que Kanban est une méthode de gestion, donc j'ai rajouté du travail, adaptée à tous les types de services professionnels. Et donc, c'est une autre manière de voir le Kanban, mais c'est au départ une méthode de gestion, d'accord? Mais pas une méthode de gestion des gens, une méthode de gestion du travail. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et la deuxième chose, c'est que c'est adapté à tous les types de services professionnels. C'est-à-dire que souvent, on se dit, le Kanban, c'est fait pour tel contexte, tel contexte, tel contexte. Mais en fait, dès qu'on parle de service, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus large qu'on pourrait le croire. D'accord? Et dès qu'on parle de service, souvent, on parle de travail intellectuel créatif. Donc, quelque chose qui commence à devenir intangible. Vous me suivez toujours pour l'instant, c'est bon? Et du coup, on voulait partager un peu aussi ce rapport par rapport au Golden Circle. Vous connaissez tous un peu le Golden Circle? Oui? Non? Et le principe du why, oh, what. Donc, ici, par rapport à Kanban, on a essayé de le positionner par rapport à ce cercle, qui est donc les valeurs en premier pour le why, les principes sur le how et les pratiques sur le what.
Et donc on a bien détaillé ça avec Olivier aussi, c'est pour aussi bien préciser que Kanban, ce n'est pas juste une pratique, il y a aussi des principes et aussi des valeurs. Donc on va vous présenter un peu tout ça par rapport à ce sujet. Mais vraiment faire le lien aussi et de voir que par rapport à l'usage que vous en faites et la façon, en tout cas nous avec Olivier, quand on accompagne les entreprises, on va aussi se servir en fonction du niveau qu'on a besoin d'adresser et des sujets qu'on a besoin de traiter. On va aussi utiliser soit les valeurs, soit les principes, soit les pratiques, soit les trois, soit deux. Mais en tout cas, il n'y a pas juste que les pratiques. Et donc on va parler de Kanban sous cet angle-là. D'accord ? Donc c'est la structure qu'on vous propose et on va commencer donc justement par le pourquoi. Donc le pourquoi, on parle donc des valeurs Kanban. Mais avant de rentrer dedans, ce que je vous propose, c'est une définition d'une valeur déjà. D'accord ? On utilise souvent le terme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça peut avoir le coup de se poser dessus. Donc le Larousse nous dit qu'une valeur, c'est ce qui est posé comme vrai, comme beau, comme bien, donc d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre. D'accord ? Donc une valeur, c'est quelque chose, si on regarde les valeurs personnelles, c'est quelque chose que vous considérez être bien, et que vous essayez en fait d'atteindre ou de matérialiser dans la réalité le plus souvent possible. Du coup, si on parle des valeurs Kanban, d'accord, c'est de se dire mais qu'est-ce que Kanban cherche à atteindre, d'accord ? Quelles sont les directions que Kanban cherche en fait à nous faire atteindre. Il y en a 9 chez Kanban. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est en 2013 où vous avez une personne qui s'appelle Mike Burrows qui travaillait justement à la Kanban University, qui a écrit un article que vous avez en source où il a fait cet exercice de se dire « Ok, Kanban, il y a des pratiques, il y a des principes, mais en fait, quelles sont les valeurs sous-jacentes ? Et qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire ?» Donc du coup, en dessous, j'ai juste traduit l'article, hein, parce que voilà, l'anglais, des fois, pour tout le monde, c'est pas évident, donc autant partager ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez la version de Scrum 2016, pour certains, mais c'est là où ils ont rajouté les valeurs Scrum dans le guide. Corrélation, causalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Ça a fait beaucoup de buzz à ce sujet-là. Et donc, très rapidement, donc les valeurs Kanban, comme vous pouvez le lire, donc il y a une dimension de compréhension, une dimension d'accord. Donc selon la traduction, c'est agreement. Donc en fait, on pourrait mettre entente, accord. Vous avez le respect, vous avez le leadership, vous avez le flux ou la fluidité, vous avez la focalisation client, la transparence, l'équilibre, la collaboration. Donc beaucoup de choses. Donc vous voyez qu'en fait, avec Kanban, on peut faire tout ça. La question qui se pose, c'est maintenant qu'on en a 9, d'accord ? 9, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les ranger d'une certaine manière pour que ça nous donne une stratégie cohérente ? C'est justement ce qui va venir après. Et en fait, ce qui est intéressant dans Kanban, d'accord, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des agendas. Et c'est une manière de piloter une stratégie d'implémentation de Kanban. Ces agendas, on peut les voir sous un angle d'implémentation par typologie de personnes ou justement par objectif. Donc on va le garder par objectif un instant T. Donc vous voyez qu'il y a le premier agenda qui est le premier agenda de soutenabilité. Donc en anglais c'est sustainability, donc il y a aussi une notion de durabilité. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire lorsqu'on met en place cet agenda ? C'est qu'on essaye en fait de valoriser, d'accord, la transparence, l'équilibre et la collaboration. C'est ça le premier agenda. Et si vous réfléchissez un peu aux implémentations Kanban que vous avez vues, vous voyez que c'est souvent ça. Ça commence quelque part par là. Ensuite, vous avez le deuxième agenda qui est l'orientation service. Et vous voyez que c'est orienté plus vers le client et vers l'extérieur. Et enfin, vous avez la survivabilité qui est plus orientée compréhension, entente, accord, respect. Si je vous donne juste un exemple, mais c'est juste pour la compréhension, la soutenabilité est souvent plus utilisée au sein d'une équipe. D'accord ? Comment est-ce que je m'enlève la surcharge ? Comment est-ce que je commence à avoir de l'équilibre et comment est-ce que je commence à avoir un rythme que je maîtrise ? L'orientation service, du coup, je fais quelque chose pour quelqu'un. Et auquel cas, qui est mon client ? Comment est-ce que la demande arrive ? Et donc, je commence à avoir un flux qui est plus ouvert. Et la survivabilité, c'est plus nous en tant qu'entreprise. Comment est-ce qu'on réussit justement à être pérenne dans le temps ? Comment est-ce qu'on survit ? D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une dimension à différents niveaux que Kanban peut nous aider en fait à travailler. Et du coup, on va enchaîner sur le comment, du coup les principes.
Alors du coup, principe, alors je reviens en arrière, mais sur les principes, il y a deux parties. Une première partie qui est sur la gestion du changement, qui sont focalisées sur la gestion du changement, où ça va être notamment commencer par ce que vous faites actuellement, ça vous l'avez tous entendu normalement quand vous connaissez un peu Kanban, accepter de poursuivre l'amélioration grâce à un changement évolutif, donc amélioration continue, et encourager les actes de leadership à tous les niveaux, si on l'entend moins. Ensuite, il y a la partie principe de livraison de service. Vous vous rappelez, Olivier, juste avant, a parlé sur les définitions, quand on vous a présenté les définitions de Kanban, il y a aussi cette partie de service. Et donc, du coup, il y a 3 principes aussi là-dessus, qui sont donc comprendre et se concentrer sur les besoins et les attentes des clients, gérer le travail et laisser les gens s'auto-organiser pour l'effectuer. D'accord ? Donc, on revient aussi sur la définition d'avant, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur les personnes, mais sur la gestion du travail. D'accord ? Et contrôler régulièrement le réseau et les pratiques de service afin d'améliorer les résultats. Donc là, c'est pareil, c'est une amélioration continue, mais au niveau de la livraison de services. D'accord ? Donc deux visions, gestion du changement, d'accord, sur le collectif, et là sur les services. Pour les pratiques, donc vous voyez qu'on descend au fur et à mesure pour rendre les choses de plus en plus concrètes. Dans les pratiques, ce qui est souvent connu, donc vous avez les 6 pratiques fondamentales de Kanban, que sont donc la visualisation, l'imitation de travail en cours, la gestion du flux, la capacité de rendre les règles du processus explicite. Donc tout à l'heure, le terme politique a été utilisé, mais c'est la traduction, donc derrière ça, il y a une notion de règle. Mettre en œuvre des boucles de feedback et enfin améliorer collaborativement, évoluer expérimentalement. Mais plutôt que de simplement vous les expliquer théoriquement, parce que du coup, vous avez plein d'autres conférences qui le font, ce qu'on vous propose, en fait, nous, c'est de découvrir les pratiques en pratique. Même si on va vous le raconter, d'accord, mais c'est en pratique. Et pour ce faire, ce qu'on vous propose, vu qu'on est 2 et pour utiliser cette complémentarité qu'on a, c'est qu'on va vous donner 2 exemples à chaque fois. Voilà comment nous, dans un accompagnement, on a mis en place chacune des pratiques. Pour que vous puissiez voir aussi la couleur que ça peut avoir, parce qu'on l'a fait différemment, mais au fond, on le fait pareil. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qu'on veut vous faire passer. Donc, je vais commencer. Donc, c'est pour vous donner du contexte. D'accord ? Donc, l'accompagnement dont je vais vous parler, c'est un contexte plutôt assurantiel, dans une équipe plutôt orientée BI et data. Le contexte de ma rencontre avec cette équipe, c'était en fait 2 équipes séparées, qui à ce moment-là avait une fusion. D'accord ? Donc c'était un double management qui devenait un seul management. Donc c'est ça le contexte initial. Comment ça se passait ? C'est que ces 2 équipes initialement avaient des sujets qui étaient interconnectés. BI, data, vous imaginez qu'il y a quand même des connexions, mais c'était des équipes séparées. Ils n'avaient donc pas de vision partagée et des objectifs différents parce qu'il y avait 2 managers. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc la question qui se pose, c'est comment on fonctionne ensemble. Il y avait des tensions donc, entre les équipes. Donc vous imaginez qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas et vous leur dites maintenant, vous êtes ensemble. Tout le temps, d'accord ? Donc c'est un premier aspect déjà. Et la deuxième chose, il y avait des tensions avec leurs clients. D'accord ? Donc là, on est orienté service, donc on commence à injecter les clients avec. Donc voilà avec le contexte dans lequel en fait, on est parti au départ. La stratégie et la proposition qu'il y a eu avec cette équipe, c'était donc de partir sur, je ne l'aurais pas dit, hein, mais c'est sur l'agenda de soutenabilité, c'est souvent le premier. D'accord ? Donc transparence, équilibre, collaboration. C'est ça en fait l'idée initiale de ce que je leur ai proposé. Et bien évidemment des principes Kanban. Et donc quand on dit principe Kanban, c'est quoi ? C'est 1, on démarre où vous êtes. 2, on se met d'accord que ça va changer. D'accord ? Et 3, justement, comment est-ce que justement on va jouer sur les actes de leadership à tous les niveaux pour implémenter en fait les différents changements. D'accord ? C'est ça en fait ce qu'on met derrière principe Kanban et c'est ce qui faisait le cadre de la stratégie. Et l'accompagnement, et je trouve que c'est ça qui est vraiment quelque chose qui est assez typique à Kanban, c'était 2 heures par mois. D'accord ? 2 heures par mois. Et l'accompagnement a duré 6 mois. D'accord ? C'est juste pour vous donner en fait une notion d'effort pour moi, quoi. Ok ? Voilà pour mon contexte. Du coup, à moi. Contexte industrie, élaboration d'un chatbot sur une page d'accueil, sur un intranet. À l'inverse d'Olivier, je pars sur un contexte création d'une équipe.
donc on part from scratch. On a une règle groupe qui est, dès qu'on commence une équipe, on fait du Scrum. Donc François, tu appliqueras Scrum. 3 sites différents pour 4 personnes. Singapour, 2 Espagnols, 1 Français. Et le projet identifié pour être une référence. Donc là, on arrive, on a les contraintes. Et moi, du coup, ma stratégie, ça a été focus sur l'efficacité. C'est-à-dire que finalement, mis à part ces contraintes, comme j'aime bien dire souvent, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'efficacité. Donc, démo plutôt que démo, on va y aller. Et le but, c'était d'embarquer l'équipe pour qu'elle accepte de faire sauter les règles du groupe. D'accord ? C'est plutôt que faire du Scrum, faire un truc qui est vraiment efficace pour eux. Parce que quand on est 2 développeurs, un chef de projet et un responsable, enfin un expert métier, faire du Scrum, c'est un peu chargé. Donc voilà, donc ça c'est le contexte. Donc du coup, vous voyez, pas trop le même contexte, vous verrez, je vais amener différemment. Mais en tout cas, on reste sur du Kanban, on va rester focalisé sur du service. Là, on est vraiment sur du service, un chatbot qui sert sur la page intranet. Et vraiment un travail de, on crée une équipe, comment ils vont travailler ensemble avec les problèmes de time zone, de culture, etc. Et comment ils vont être efficaces. Première pratique, visualiser le flux. Dit autrement, qu'est-ce qu'on peut voir ? Et donc, d'une manière très concrète, ce que je vous partage là, c'est le tableau de l'équipe. C'est encore mieux que ce que je pensais, on ne voit rien, c'est très bien. J'ai fait tout un exercice d'anonymisation ce matin, mais en fait, de toute façon, on ne voit rien, donc très bien. Mais par contre, après, il a mis des petits ronds rouges. C'est ça. Pour voir ce que vous ne voyez pas. Donc, dans un premier temps, donc justement, voilà un tableau qui est là. Donc, il s'avère que l'outil utilisé, c'est Redmine. D'accord, ça change un peu. Donc on prend ce qu'il y a, d'accord ? C'est vraiment ça qui est important. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau-là ? Et qu'est-ce qui est important à minima de représenter ? On disait que Kanban, c'est une approche de gestion du travail. Donc ce qui est important, c'est visualiser le travail. Donc on voit le travail. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit le processus, d'accord ? Donc très simplement, ils ont des étapes. Donc vous avez à prioriser, à développer, en développement. Vous avez une grande étape de recette divisé en 2, vous avez à livrer en prod, vous avez livré en prod. Parce qu'il connaît le tableau, parce que moi, j'arrive pas à lire. Mais... C'est pour ça que je me rapproche. Donc, c'est un processus. Quoi d'autre ? Vous avez qui s'en occupe. Vous avez quoi d'autre ? Vous avez des limites. OK ? Vous avez des points d'attention. D'accord ? Donc, vous avez, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est un petit peu rouge. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... donc du coup, c'est pour dire, il y a eu des limites qui sont dépassées. D'accord ? Je crois que dans Jira, ça marche pareil d'ailleurs. Donc au moins, c'est un point d'attention, c'est ça qui est intéressant. Deuxième chose, vous avez une organisation, d'accord ? Une catégorisation, donc il y a une utilisation de tags par exemple. Et il y a quelques éléments supplémentaires que je trouvais intéressants, d'accord ? Qui sont par exemple, combien de temps le travail en lui-même il a passé dans cette étape-là ? D'accord ? Et c'est assez intéressant en fait de l'avoir, mais pourquoi pas ? Si on peut l'afficher, ça peut être en fait une base de conversation intéressante. Et enfin, donc, ce qu'on appelle les classes de service. Là en fait vous ne le voyez pas parce que malheureusement il n'y a pas de travail dedans. Mais ici vous avez en fait, je ne vois vraiment rien. Je crois que vous avez quelque chose qui s'appelle O, oui, et un autre qui s'appelle normal. Donc en fait, c'est juste de se dire qu'il y a des classes de service, se dire selon l'importance de la demande, en tout cas la vitesse de traitement qu'on a prévue, elle va se placer en fait à un certain endroit. Donc voilà, à minima des choses qui sont intéressantes à voir. D'accord ? Cette manière de voir va nous permettre en fait d'avoir les bonnes conversations et donc de pouvoir avancer ensemble. Donc voilà de mon côté. Alors moi, j'ai pas mis de graphe parce que j'en ai pas. Du coup, comme tout était imposé, on a utilisé Jira, c'était l'outil de l'entreprise, avec le workflow imposé, le réglage imposé, mais ce qui est arrivé assez rapidement, je crois qu'il faisait 17 états le process, et 17 statuts, vous connaissez tous, vous avez tous passé, je pense, sur un Jira à 17 étapes dans le workflow. Donc ils ont fait un premier travail de réduction à 8, et au bout de 3 mois, ils ont fini, c'était à 5. D'accord ? Donc aujourd'hui, la question c'est... moi j'ai eu plein de sujets sur discuter avec l'administration interne pour pouvoir utiliser un workflow qui n'est pas dans les règles de machin, etc.
J'ai appuyé l'équipe pour faire ça. Et surtout, on en parlera après, c'est parce qu'on a été sur des démos régulières qui ont permis petit à petit de faire gagner la confiance, on va dire, auprès du management pour pouvoir nous autoriser à sortir des sentiers battus. Mais ce qui était vraiment important, c'est que l'équipe, tant qu'elle n'a pas descendu à 8 étapes dans le statut, elle était incapable de voir son travail. C'est-à-dire que le process était tellement long qu'ils ne savaient pas où ils en étaient. Pourtant, ils étaient 4. Donc la gestion, enfin en tout cas moi, le travail qui a été fait au début, ça a été définir des limites sur le travail, identifier les post-it. Bon, les ressources, c'est pas compliqué. Jira, il fait tout seul les durées dans le temps, même si c'est des petits points qui deviennent plus ou moins gris foncé, c'est pas très facile. Mais globalement, le gros travail, ça a été de réduire le nombre d'états dans le statut. Mais on est quand même parti de l'état qu'ils avaient aujourd'hui. Donc la difficulté que moi j'ai eue par rapport à ce qu'a pu faire Olivier, c'est qu'Olivier il est parti du workflow qui existait, c'est-à-dire comment les gens travaillaient entre eux. Moi, il a fallu que je parte d'un workflow que les gens n'utilisaient pas, leur faire comprendre et travailler avec eux que c'était pas parce qu'il y avait un workflow qu'ils ne pouvaient pas utiliser le leur, en tout cas la façon dont ils travaillaient entre eux. Et une fois qu'on a défini le workflow pour eux, comment on peut hacker le workflow groupe pour pouvoir faire un workflow qui leur convient. D'accord ? Donc j'ai eu cette étape en plus à faire avant, mais globalement au final, les statuts ont baissé, c'est-à-dire qu'ils sont partis à 8, on a baissé, ça aurait pu augmenter. D'accord ? C'est pas grave, l'important c'est que ça corresponde à ce que fait l'équipe. Le premier step, le plus dur, ça a été de passer corporate à 8. Okay ? Donc ça c'était la gestion de flux, et après on reste sur quelque chose comme Olivier a présenté, assez standard, sur du Jira. Voilà. Donc pratique suivante. Donc une précision qui me vient à l'esprit, les résultats que vous voyez ne sont pas séquentiels. D'accord, le tableau que moi par exemple j'ai montré, c'est le tableau de la fin de l'accompagnement. D'accord, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on cherche à regarder dans chacune des pratiques. Parce que vous allez me dire, bah, tiens, limiter le travail arrive maintenant alors qu'il y a déjà des limites avant. D'accord, mais c'est juste pour vous expliquer ça. Donc limiter le travail en cours, la question qui se pose toujours quand on parle de limite, déjà c'est comment on peut faire pour pas en mettre. D'accord, mais quand celle-là, elle est passée, c'est comment est-ce qu'on en met. Et donc, du coup, la proposition que j'ai eue pour eux en termes de limites, c'est de se dire, OK, la première limite que vous allez mettre, c'est simplement le nombre d'éléments que vous avez dans chaque colonne. D'accord ? Ça, c'est la version gentille. D'accord ? La version un peu moins gentille, c'est vous prenez le nombre d'éléments que vous avez dans vos colonnes et vous divisez par 2. C'est une règle qui marche aussi. D'accord ? Mais là, la proposition que j'ai eue, c'était effectivement, vous prenez juste le nombre de colonnes, le nombre d'éléments que vous avez dans chaque colonne et vous mettez en fait ce chiffre en limite. Et ensuite, vous faites attention à 2 aspects. Si cette limite, elle n'est jamais atteinte, alors ça veut dire qu'elle est trop haute, donc du coup diminuer. Si le système est toujours bloqué, c'est-à-dire que si vous êtes toujours bloqué tout le temps, à ce moment-là, il faut monter. L'idée initiale, c'est bien de comprendre qu'une limite, c'est une jauge qui dépend en fait de votre contexte. Donc ce qui était important, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est l'impact que ça a en fait sur le système. Pourquoi ? Parce qu'on cherche en fait à ce que les limites soient atteintes. C'est ça qui est intéressant. C'est que lorsqu'une limite elle est atteinte, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va dire, vous voyez le point rouge, la colonne rouge qui a pu y avoir, c'est que ça génère les bonnes conversations. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour justement faire sortir le travail qui nous concerne tous ? D'accord ? Donc les limites sont là justement pour nous aider à collaborer et c'est une sorte de contrainte de collaboration. Et enfin, un dernier point, pour définir les limites, c'est important de garder en tête quelles sont les expertises de l'équipe, de manière à pouvoir les définir en fonction. Donc, voilà moi les règles que j'ai proposées à l'équipe, initialement pour qu'elle comprenne comment faire le premier pas en direction des limites. Et quand on parle d'atteint, c'est pas juste j'arrive au seuil, c'est pas c'est limité à 4, j'arrive à 4. L'important, c'est que, comme dit Olivier, c'est que ça pète au moins une fois par semaine. C'est que vous arrivez à 5 sur 4 au moins une fois par semaine. Pas à 4 sur 4. Donc moi, j'ai mis juste 2 points. Parce que 2 dev, whip 2. Voilà, simple. Non mais, il faut rester simple. Et la règle qui était super importante et qui a été super compliquée à faire pour l'accompagnement, c'est on finit ce qu'on a commencé. Vous avez tous entendu parler dans le Kanban, hein, on commence par finir. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à, comme on part d'un process dans mon contexte qui est imposé, si on n'impose pas cette règle-là qui est, d'abord on finit pour savoir où on en est et qu'on optimise notre flux, notre whip il sert à rien, si ce n'est bloquer un peu les gens. Voilà. Donc là, du coup, on est à 2. Ça, c'était au début. Et à la fin, ils ont mis 1.
Parce qu'en fait, ils travaillaient tout seuls au début, et après ils ont travaillé en binôme. Ils étaient 2 devs en Espagne, ils ont profité qu'ils étaient à côté, et en fait ils ont fait du pair programming pour finir le projet. Donc il y avait une limite, 1, point. Il y avait un expert business, donc sur sa colonne à lui, ou en tout cas quelqu'un qui aidait, on va dire qu'il y avait un rôle entre chef de projet, Scrum Master, PO, il faisait un peu tout, mais focus vraiment leadership. Et là, on n'en parle pas trop dans les pratiques, mais il avait vraiment une posture, et c'est là où il y avait l'accompagnement sur le leadership. Et c'est grâce à lui que j'ai pu piloter. Comme disait Olivier, on n'intervient pas souvent dans les équipes, et c'est grâce à cette posture-là qu'on a pu piloter le flux, en tout cas le travail en cours. D'accord ? Et donc la limite au début à 2, passer à 1 après, et surtout la règle, commencer par finir. D'accord ? Avec une seule ligne, nous on avait une seule ligne d'urgence. Donc s'il y a 2 urgences, bah, elle attend. Et si c'est vraiment super urgent, bah, ça attend. Voilà, c'est assez simple. Très bien. Gérer le flux. Donc derrière gérer le flux, il y a 2 aspects. C'est effectivement comment est-ce qu'on commence à étudier la demande, comment est-ce qu'on commence à étudier aussi les sorties. Donc il y a cette dimension-là. Je vais moins en parler là. C'est plus la partie qui des fois fait un peu peur et dont on n'aime pas, c'est la partie métrique. D'accord ? Parce que quand on fait de la visualisation et qu'on fait de la limite, généralement en fait on a une sensation plutôt qualitative que les choses vont mieux. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je mets des chiffres dessus de manière à pouvoir justement avoir les conversations avec les bonnes personnes et aussi pouvoir nous améliorer. Donc quelques exemples encore une fois. Donc en haut à gauche, vous avez une carte de contrôle avec donc le trait en noir. Merci ma Miss Météo à moi. On a le budget ici, hein, vous avez vu. Donc vous avez donc la ligne en noir, le lead time moyen donc sur les périodes, et ensuite les colonnes oranges sont donc le débit. Le débit, c'est donc un nombre d'éléments par période de temps. D'accord, donc c'est à définir dans ce cas-là. Vous avez sur la droite donc 2 types d'éléments de travail. Vous avez des assistances et des anomalies. Et donc c'est intéressant, vous voyez que juste en regardant en fait ces graphes-là, ça pose question. Et ça crée des conversations. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a plus de l'un que de l'autre, ou vice-versa? Qu'est-ce qui génère ça? Et en fait, ces métriques nous amènent simplement à avoir les bonnes conversations, au-delà de juger l'équipe de par quelque chose. Donc c'est surtout en fait cette démarche-là qu'on a eue. Et enfin, vous avez en bas donc une carte de contrôle qui est plus étendue là. Donc comme je vous disais, l'accompagnement qu'on a fait ensemble donc, a duré à peu près 6 mois. Et donc l'idée c'était de récupérer des données historiques. Donc au début, la plupart des demandes, encore une fois, c'est demandes confondues. D'accord ? Donc ça veut tout rien dire, mais c'est juste intéressant d'avoir une indication. Ça tournait autour des 80 jours, donc juste pour que vous ayez une vision parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ici, c'est 300. D'accord ? Ici, c'est 0. Enfin, 0, vous le voyez, je pense. Mais voilà, ça, c'est 300. Donc, vous voyez qu'en moyenne, en gros, c'est à peu près 80. Et en fait, je crois que c'est autour de Noël. Donc, on avait fait 1 ou 2 mois ensemble déjà. Donc, la kanbanisation commençait. Donc, vous voyez que déjà, ça commence en fait à réduire, mais surtout en fait, vous avez une divergence qui est moindre, d'accord ? Et après, vous avez quelque chose effectivement qui non seulement a une moindre divergence, mais qui est plus cohérente en ayant une diminution. Et c'est ça qu'on cherche à avoir, d'accord ? On ne cherche pas à avoir le plus bas possible, on cherche aussi en fait à limiter les divergences, parce que quand on a moins de divergences, on a plus de certitude, et auquel cas on est plus prédictible. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Et du coup, quand on est plus prédictible, entre guillemets, on n'a plus besoin d'estimer. Voilà, je l'ai placé, c'est fait. Alors moi, j'ai pas de graphes parce que les graphes dans Jira, je n'ose pas les montrer. Non, blague à part, le projet était un peu vieux, donc du coup, j'ai pas récupéré tout ce genre de choses. En fait, on a suivi uniquement, en tout cas, le flowchart pour gérer le stock. Pour estimer le délai de livraison. Parce que moi, j'étais un peu plus violent qu'Olivier. No estimate. Point barre. Ils démarrent, de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'estime pas et on gère le flux. Et en fait, au bout de 3 semaines, on est capable de, à peu près, commencer à avoir des indicateurs qui commencent à nous dire
On se trompe de 50% sur la date de livraison, mais de toute façon, on s'en fout. L'important, c'est que ça arrive. Donc, tous ces indicateurs qu'Olivier vous a montrés, j'avais à peu près les mêmes. Dans Jira, vous êtes jamais allé sur le Supergraph avec les ronds bizarres, là? Je suis devenu un expert. C'est trop génial. Vous avez toutes les infos dessus. Ça vous permet de voir, justement, quand il y a des tickets qui remontent, etc. Donc, ça se lit. C'est super pratique. En fait, quand vous êtes en Kanban, avec le flowchart, ce sont deux graphes, je ne sais plus comment ça s'appelle, de contrôle. Ce sont des graphes qui sont extrêmement puissants et qui vous amènent à ce genre d'éléments. Alors par contre, vous ne pouvez pas les visualiser dans Jira, c'est illisible. Donc du coup, vous êtes obligé de faire un fichier Excel à côté qui va vous générer à peu près ces mêmes choses. Mais par contre, vous avez toutes les infos, des délais dans les colonnes, etc., des tickets qui mettent plus ou moins de temps, vous avez la durée médiane, la durée moyenne, vous avez toutes ces infos-là. Donc vous avez tout dans Jira, c'est juste qu'il faut aller les chercher, utiliser les bons filtres. D'accord ? Mais globalement, ce qui est important, c'est que moi, voilà, on a utilisé le flowchart. Vous connaissez le principe du flowchart, hein, où vous tracez une ligne horizontale entre le début de votre zone de flux et l'autre, et vous estimez le délai moyen, et vous filtrez bien par type de ticket. Donc nous, on avait 3 types de tickets, et donc on faisait un flowchart pour 3 types de tickets, et rapidement, on avait la moyenne du temps qu'on mettait pour le faire en entier, en tout cas le time pour le livrer, entre l'estimation, etc. Et surtout, estimer les délais de livraison. D'accord ? Et donc, on s'en est servi, en tout cas moi, je m'en suis beaucoup servi pour les aider à changer et à casser leur mode de travail. J'en reparlerai après, mais notamment tout ce qui est affinage, etc., c'est devenu affinage à la volée. Le daily est devenu autre chose. Il y a plein de choses qui ont changé par rapport à la lecture de ces indicateurs-là. D'accord ? Pour casser les délais et optimiser. Un élément que je rajouterais bien à cet endroit-là, donc quand tu évoquais le fait qu'effectivement vous vous êtes lancé au départ, et qu'au bout d'un moment vous avez accumulé les données. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour avoir une tendance, en fait, il ne vous suffit que de 10 à 30 éléments. Vous voyez que 10 à 30 éléments, en fait, ça s'accumule assez vite. On n'a pas besoin d'un historique énorme. Ce qui est important, c'est d'avoir un historique suffisant pour commencer à avoir des tendances. Et de toute façon, au fur et à mesure, vous allez le faire évoluer. Donc collecter de la data. Mais en fait, il n'y en a pas besoin de beaucoup au départ. Exactement. C'est ça qui, en tout cas, le message que je voulais faire passer. Parce que des fois, on se dit qu'il nous faut 6 mois d'historique. Oui, c'est mieux, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de commencer avec 2 semaines déjà. Vous commencez à avoir une tendance. Qu'est-ce que l'équipe est capable de produire? Combien de temps? Combien? Et c'est avec ça que c'est intéressant déjà de démarrer. Oui, c'est inversement exponentiel. C'est-à-dire que finalement, sur les 2 premières semaines, vous allez avoir une tendance qui va bouger à la hausse ou à la baisse, mais ça va être vraiment pas grand-chose par rapport à la tendance initiale. 4e pratique, rendre les règles du processus explicites. Donc là, c'est du processus, d'accord? Donc des règles. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, donc on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais donc c'est une des pratiques qui dernièrement, en fait, j'ai trouvé de plus en plus intéressante. Initialement, c'est celle que je dénigrais un peu parce que je trouvais que c'était celle qui était très procédurière. D'accord, on fait du process pour du process, c'est un peu comme la definition of done. On fait une grande liste, on est content, etc. Mais ce qui est important en fait dans cette pratique-là et qui pour moi est fondamentale maintenant, c'est la partie explicitation. C'est exactement comme quand vous faites la première visualisation, vous dites OK, le flux il est OK pour tout le monde. Tout le monde vous dit oui, et puis dès que vous les mettez ensemble et que vous faites la visualisation, vous vous rendez compte que les étapes c'est pas les mêmes, on ne travaille pas comme ça, etc. C'est pareil pour les règles, sauf que là les règles vont un peu plus loin. Donc là pour cette équipe, je les ai vraiment entre guillemets poussées à les écrire. Parce que souvent, la réflexion, c'est on sait. Vu qu'on travaille ensemble, on sait. OK, si tu sais, écris. Et en fait, quand on l'écrit, en fait, ça a beaucoup de valeur. Non seulement ça structure, et surtout, c'est quelque chose qu'on peut regarder en asynchrone. On n'a pas besoin de se le dire. Donc, par exemple, une règle fondamentale, c'est stop starting, start finishing. Donc, on la met quand même. Vous avez des règles au-dessus qui correspondent aux sources de demande. D'où est-ce que en fait, les demandes ont tendance à venir dans notre système. Donc là, il y a 2 points d'entrée, etc. Donc c'est ça qui est écrit au départ. Donc c'est dire, OK, même toi qui viens de l'extérieur, qui vient dans notre équipe, au moins tu as une vision déjà de comment ça marche chez nous. Vous avez des règles de priorisation. Comment ça se passe, la priorisation? À quelle fréquence? Qui y a de présent potentiellement? Et surtout, un élément qui est fondamental et qui amène souvent un débat quand on parle de Kanban, il y a un point d'engagement. D'accord? Parce qu'un des mythes en fait Kanban, c'est en Kanban on ne s'engage pas. En fait si, il y a un point. D'accord? Il faut juste le connaître et le définir.
Donc c'est quoi le point d'engagement? À partir de quand, en fait, on décide de démarrer et qu'on s'engage en fait pour le faire? Vous avez donc le troisième élément, donc les lignes de nage. Donc tout à l'heure, je vous parlais du haut et du normal. C'est juste qu'il y a une urgente aussi, qu'on appelle plutôt expedite la plupart du temps, mais qui explique, voilà pourquoi est-ce qu'on met telle chose à tel endroit. Mais au moins, c'est clair. D'accord? C'est la partie explicite qui est vraiment importante. Et la fin, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fonctionne en Kanban. Donc on fonctionne en système tiré, et dit autrement. Et je vais vous le lire parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc ils l'ont fait sans moi, bien sûr. Donc dans Kanban, nous fonctionnons à flux tiré au lieu de flux poussé. C'est-à-dire que nous attendons d'avoir fait de la place dans une colonne pour y tirer un nouveau ticket d'une colonne précédente. D'accord? Donc c'est vraiment de se dire, voilà, c'est clair, en 2 phrases. Et voilà comment ça se passe. Deuxième aspect que je trouve intéressant, c'est le truc qui est tout flou sur le côté. C'est la phrase suivante, c'est pour chaque ligne, le tableau se lit du haut vers le bas en partant de la droite. D'accord? Donc c'est de haut en bas en partant de la droite. Donc ça montre aussi comment est-ce que structurellement parlant, nous en fait on regarde le travail et donc ça nous aide aussi à focaliser notre attention ensemble au même endroit. Vous voyez que créer ces règles-là c'est super important et les expliciter, ça nous permet en fait ensemble de maintenir un mode de fonctionnement cohérent. Parce que là, juste pour ajouter, naturellement on a tendance de prendre de gauche à droite. Le fait de l'expliciter, ce qui est vraiment le principe de Kanban, c'est on prend toujours à droite en premier. C'est bon pour moi. Donc ça, c'est les règles qu'ils ont définies et que je les ai aidés à définir au démarrage. Donc bon, finir avant de commencer, je leur ai imposé, on n'estime pas l'effort. On fournit une estimation du délai en utilisant le flowchart, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, on était capable de donner un délai de tu viens de nous faire une demande, dans combien de temps on est capable de te la livrer. C'est ce qui a permis de faire changer un petit peu la pression management, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable d'estimer, mais on était capable de donner des délais qui étaient meilleurs que les autres équipes qui faisaient des estimations et des plannings. Une seule ligne d'urgence, ça c'est l'équipe qui l'a imposé, parce que vu le nombre qu'ils étaient, ça ne sert à rien d'avoir 2 lignes d'urgence, ou 50 levels d'urgence. Le WIP à 2 au démarrage. Affinage à la demande, alors ça c'est arrivé après, mais au fur et à mesure ils ont mis à jour. Un seul point d'entrée pour les demandes, vu qu'ils ne sont pas nombreux, c'est le chef de projet qui récupère toutes les demandes, donc tout le monde reroute vers cette personne-là. Problème, contexte international, etc. Donc ces règles étaient importantes qu'elles soient explicitées. Et une démo par semaine. Parce qu'en fait, l'équipe a vite compris que s'ils ne faisaient pas de démo, ils n'arriveraient pas à faire changer les contraintes du groupe sur les méthodes qu'ils devaient utiliser, les outils qu'ils devaient utiliser, etc. Et donc c'était des démos, en plus c'est facile de faire un chatbot, faire des démos sur un chatbot. Donc assez rapidement ils ont pu faire montrer les démos, etc. et laisser les gens manipuler. Pour vous donner un exemple, à la fin il y avait 90 personnes par démo chaque semaine. Tous les gens voulaient voir. D'accord ? Donc après ça a apporté d'autres problématiques, où ils ont mis un whip sur les participants à la démo. Mais voilà. Parce qu'après, vous avez plein de feedback de gens qui ne sont pas forcément sur le projet. Donc voilà, donc il a fallu trouver d'autres rôles. Et la personne qui, soi-disant, en tant que chef de projet sur une équipe de 2 personnes, tu n'as rien d'autre à faire, donc tu peux faire ça juste 20% de ton temps. En fait, elle était à temps plein à gérer les feedbacks des démos, à gérer les points d'entrée uniques. Et en fait, ça a été l'effet le risque du succès. D'accord ? Et il y a tous les indicateurs à maintenir, parce que là, ça paraît simple, on discute avec Olivier, etc., on vous présente le sujet, mais le suivi des indicateurs, c'est pas juste les saisir, c'est les analyser. Donc nous, on leur donne des clés de lecture au début, on leur donne des conseils, mais après, eux, ils sont montés en compétences pour pouvoir lire ces indicateurs. Alors là, attention, on est à tel sujet, on va passer à l'affinage à la demande parce qu'on attend trop de temps. Enfin, il y a des fois, on a des problèmes de stock parce qu'on attend une semaine d'affinage ou on décale l'affinage. D'accord ? Quand je dis l'affinage à la demande, c'est qu'ils le faisaient tous les matins. Ils ont fini par, ils font le daily, ils affinent, ils dev. Daily, affinage, dev, livraison le soir. Ok ? Donc ils sont arrivés à ce niveau-là, mais c'est parce que les règles, alors en plus c'est un contexte international, donc si vous ne les précisez pas et vous ne les écrivez pas, c'est un peu compliqué, mais ça leur a permis de faire progresser ça, et quand il y a eu un changement de dev,
heureusement c'était encore en espagnol, donc ils sont restés à côté, qui s'est retrouvé à rentrer avec la personne qui était moins senior. Avec toutes ces règles-là, ça a été plus facile de l'embarquer dès le début. Et puis comme on avait, on va dire, assaini le process, c'était un peu moins difficile à assimiler au démarrage, vu qu'il n'y avait plus que 5 états dans le board et des règles assez simples. Voilà sur cette partie-là. Cinquième pratique, implémenter des boucles de feedback. La phrase souvent est assez simple à retenir, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire quand on met boucle de feedback. D'accord ? D'une manière très simple, souvent on peut l'associer à des meetings. D'accord ? Un meeting, c'est une manière de faire un retour, donc une rétroaction sur un sujet. La manière dont cette équipe fonctionnait, elle avait donc un système de priorisation business qui, d'une certaine manière, était un top 10. D'accord ? Donc, je fais une comparaison, mais du coup, à la différence d'un sprint planning, d'accord, là, c'est vraiment le top 10. C'est quoi le top 10 des choses qu'on doit faire à chaque fois ? Et donc, c'est quelque chose qui arrivait d'une manière bimensuelle, donc 2 fois par semaine, toutes les 2 semaines. Ensuite, entre ces 2 semaines, vous aviez des meetings quotidiens, d'accord, qui est donc le meeting Kanban, une manière de faire un daily un petit peu différemment. Et enfin, vous avez une rétrospective mensuelle qui permettait en fait à l'équipe de s'améliorer. Donc, d'une manière très simple, voilà les 3 boucles de feedback qui ont été mises en place par l'équipe, d'accord, à un instant T. Et en tout cas, ça leur a suffi jusque-là. Du coup, à peu près pareil de mon côté. J'ai juste rajouté la démo qui pour moi était aussi une boucle de feedback pour eux, très importante. Et donc du coup, un daily, une démo minimum par semaine. Il y a des moments, ils étaient à la demande sur la finalisation pour que ça réponde vraiment vite. Meeting de planification toutes les 2 semaines où ils avaient grosse maille. Alors, c'était pas 10 parce que les sujets étaient un peu plus gros, donc c'était à 5. Et une rétro par mois en mode croisière. Au démarrage, ils faisaient une démo par semaine quand je les ai accompagnés. Une rétro, pardon, par semaine pour être sûr qu'on bouge assez vite, quoi. Durée de l'accompagnement, je n'ai pas dit 3 mois. D'accord ? Donc assez rapide. Améliorer collaborativement, évoluer expérimentalement. Donc c'était un petit peu le cœur finalement de l'accompagnement en lui-même. Et donc pour ce faire, 2 choses. Donc améliorer et évoluer. Donc il y a vraiment 2 aspects. La partie améliorer, c'est améliorer collaborativement. Dit autrement, mon action est de travailler avec eux. Donc comment est-ce qu'on fait ? Des fois on se pose et on regarde, c'est quoi les métriques de votre système ? Et à partir de là, on crée les conversations qui nous permettent de nous dire, en fait, à tel moment, il y a eu tel problème, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Les métriques sont vraiment un support de conversation. Deuxième chose, des fois une thématique peut être, il s'est passé ça. Quel impact ça a pu avoir chez vous ? Et auquel cas, comment est-ce qu'on peut faire pour y répondre ? D'accord ? Donc c'est une autre manière de travailler en fait l'amélioration. Et enfin, un dernier aspect qui est l'apprentissage. Derrière apprentissage, qu'est-ce qu'il y a ? Soit on se base sur l'expérience et on tire en fait un retour et une théorie derrière, soit moi c'était l'occasion en tout cas de leur faire des activités. Donc typiquement, il y a des activités Kanban assez connues comme le penny game, comme le jeu du prénom, etc., qui sont là simplement pour créer une expérience et faire passer certains messages. Donc la partie amélioration collaborative, dans les 2 heures par mois dans lesquelles je venais, c'était le choix. De se dire, dans quelle direction on va à ce moment-là, de par là où vous êtes arrivé maintenant. D'accord ? Parce que tous les mois, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, c'est toujours en fait de prendre là où ils en sont et quel est le pas suivant qu'on va faire. Ça, c'est la partie amélioration collaborative. Deuxième partie qui est l'évolution expérimentale. Et en fait, l'intérêt de cette séparation en 2, c'est que d'un côté, OK, on se met d'accord ensemble de ce qu'il faudrait faire. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on intègre cette nouvelle solution que l'on a définie ensemble véritablement dans notre système. On ne l'intégrera qu'après l'avoir testé. C'est ça, cette dimension évolution expérimentale. Donc, on construit des petites expérimentations. C'est quoi l'action ? Surtout, c'est quoi l'effet qu'on espère avoir ? Et les bornes, c'est les bornes temporelles. Waouh, ça va être dur. Donc, visualisation, les limites, les règles, les mesures. Donc, c'est tous ces éléments-là en fait qui ont fait objet d'expérimentation et donc intégration après validation de terrain. On va gagner du temps. Concrètement, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Comme on a fait des démos fréquentes au début, des rétros fréquentes d'une semaine,
En fait, on avait des retours d'équipe, retours externes avec les démos. Donc en fait, on changeait très vite et la structure de l'équipe était beaucoup moins grosse. Donc on pouvait faire de l'expérimentation et on pouvait se permettre que si ça ne marchait pas, de revenir en arrière ou de changer, d'ajuster en permanence parce que l'équipe, vu le volume qu'il y avait peu d'impact sur le delivery négatif. C'est-à-dire que tous les impacts positifs étaient vraiment visibles. Et dès qu'on ratait quelque chose ou qu'on faisait quelque chose qui n'était pas très bien, c'était pas pire qu'avant. Donc une fois qu'ils ont intégré ça, c'est pas grave, c'est pas pire qu'avant. Chaque fois qu'il y avait un truc qui marchait bien, on gagnait du temps. Et donc du coup, c'était pas grave de changer vite. Voilà, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a tout changé du sol au plafond en l'espace d'un mois pour finir sur quelque chose de très très simple. Donc ce qui est vraiment important, c'est... Alors là, on est dans un contexte où on peut aller très vite, où les gens, en fait, ils expérimentaient presque à la volée le mode de fonctionnement. Bien évidemment, les pratiques sans les résultats, ça n'aurait pas de sens. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc moi, c'est des résultats après 6 mois et en gros 6 fois 2 heures, à peu près. Au sein de l'équipe, donc, il y a donc maintenant une vision centralisée et partagée. Donc vous l'avez vu. Il y a une prise de décision qui est facilitée, non seulement par l'explicitation des règles, mais aussi tous les prétextes à la conversation. Donc les limites sont faites pour ça aussi, les rétrospectives, etc. Il y a un meilleur partage de connaissances. Et donc, il y a moins de tension en interne, simplement parce que, comme vous avez pu le voir, on n'a pas travaillé sur les gens. On n'a travaillé que sur le processus. Et donc, la visualisation du travail qu'eux, ensemble, devaient produire. Et vis-à-vis des clients, plutôt que de se prendre la tête à se dire comment est-ce que je priorise alors que j'ai plusieurs clients, ils ont dit on va faire prioriser les gens entre eux. Et donc, bizarrement, ça marche mieux. Et deuxième chose, ils ont plus de clarté et de confiance en l'équipe. Donc ça, c'est un feedback qui a été donné des clients à cette équipe, de dire en fait, maintenant, on sait un peu plus. Quand vous nous dites non, on sait pourquoi. Et c'est compréhensible. Et ça, ça a été un grand changement. Et ces résultats-là, donc c'est un truc sur lequel je tiens, a été fait sans jamais avoir un seul atelier sur les rôles et les responsabilités. Voilà. Pas de racine. Du coup, vraiment, le résultat au sein de l'équipe est la sensation d'être à une efficience optimale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de temps, on va dire, de latence dans le process. Prise de décision extrêmement rapide. Et puis de toute façon, si on se trompait, c'était pas très grave. Toute l'équipe est alignée sur la vision. Bon, après, ils sont pas nombreux, c'était facile quand même. Mais bon, sur 3 tranches horaires, des fois, c'est pas facile. Vis-à-vis des clients, c'est vraiment les clients qui priorisaient. Donc, je disais la problématique des démos où il y a 80 personnes qui viennent et qui ont tous un avis sur un chatbot qui doit être sur un intranet. Mais en fait, il faisait des sessions, le chef de projet faisait des sessions où il mettait tout le monde et il disait c'est pas compliqué, il y a priorité 1, priorité 2, priorité 3, etc. Vous les mettez toutes dans l'ordre et vous vous mettez d'accord. Vous tapez dessus et vous avez 1 heure. Forte visibilité sur l'avancement, démo toutes les semaines, vous imaginez bien, il n'y a même pas besoin de sortir de graphe, les gens ils voient ce qui se passe. La question après, quand on a fait tout ça, c'est et après. D'accord ? Quand on vous disait donc au début, on dit le constat, c'est qu'on s'arrête trop tôt. Donc soit il y a des gens qui démarrent même pas, parce qu'ils disent tiens, j'ai mon tableau Kanban, quitte à j'ai piqué celui d'à côté et du coup j'ai fini. La question qui se pose, c'est même quand j'en suis là, il y a quoi après ? Une manière de répondre à cette question-là, c'est de vous dire qu'il existe un truc barbare de premier abord qui s'appelle le Kanban Maturity Model. Au-delà de l'aspect barbare, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt bien structuré. En gros, à gauche, la colonne de gauche, vous avez, pas entièrement à gauche, mais en tout cas, cette colonne-là correspond en fait à des niveaux de maturité organisationnelle. Donc, au départ, ce sont des niveaux de maturité d'organisation. Bien évidemment, quand vous travaillez en fait avec ce sujet-là au départ, vous pouvez le mettre dans votre scope à vous, mais c'est quelque chose en fait qu'on veut faire augmenter. Donc, vous voyez qu'il y en a 6, et donc 6 qui descendent. C'est pour ça qu'en Kanban, on parle plutôt de profondeur d'implémentation de Kanban. C'est ça en fait qu'on veut mettre en œuvre. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Et vous voyez que vous avez les niveaux de transition. C'est ça en fait qui est intéressant. Vous n'avez pas juste 0, 1, 2, 3, vous avez 0. Et comment est-ce que je passe de 0 à 1 ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, vous avez en fait des valeurs culturelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre en fait que chaque niveau de maturité, ce n'est pas qu'un ensemble de pratiques, d'accord ? C'est un niveau culturel de mise en œuvre en fait de valeurs derrière.
D'accord? Parce que le motto un peu du Kanban Maturity Model, c'est les valeurs, c'est ce qui drive votre culture c'est ce qui drive vos pratiques, et vos pratiques, c'est ce qui va driver vos résultats. Donc c'est pour ça qu'on va mener tout ça par la valeur, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, bah, tiens, la stratégie qui a été mise en œuvre, c'est une stratégie basée sur les agendas. D'accord? Donc il y a différents agendas basés sur les valeurs. Avec aussi, dans les agendas, vous vous rappelez, il y a un niveau, chaque niveau s'empile l'un sur l'autre. Tout à fait. Donc vous avez des valeurs à gauche qui sont représentatives en fait de chacun des niveaux. Et enfin à droite, vous avez les pratiques générales. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les 6 pratiques que l'on connaît, que sont la visualisation, la limitation, la gestion de flux, les règles, les boucles de feedback et l'amélioration, vous avez, c'est ce qui est en haut. D'accord? On se disait souvent, tiens, comment ces 6 pratiques? Oui, sauf qu'en fait, il y a plein de niveaux de profondeur de chaque pratique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là, au moins, ça vous donne plein d'idées pour comment est-ce que je peux faire plus. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez de 6 pratiques fondamentales à peu près plus de 160. Donc après cette conférence, si vous venez me dire que vous ne savez pas quoi faire dans votre implémentation Kanban, on aura une discussion. Et en vrai, on peut avoir la conversation, hein, ce sera cool. Hein. D'accord? Mais au-delà de ça, au-delà de la blague, c'est de comprendre que quand vous regarderez les pratiques, si vous jetez un œil, la plupart des équipes sont au niveau 1, voire niveau 2. Juste pour que vous ayez une idée en fait. D'ailleurs, à l'heure actuelle, quand on regarde les pratiques qui sont là, en fait, c'est à peu près à cet endroit-là que la plupart des équipes se situent. Donc il y a énormément de choses à faire. Pour résumer, Team Focus ou Customer Driven. D'accord. Est-ce que les équipes sont centrées sur elles ou est-ce qu'elles commencent en fait à s'ouvrir vers l'extérieur? D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Donc on ne peut pas rester qu'au niveau des pratiques, parce que les pratiques, on ne sait pas si derrière on a les intentions qui sous-tendent en fait les valeurs. Et du coup, on peut bien dire que cette équipe-là, la partie Team Focus, c'est quelque chose en fait qui est bien passé. Et là, ils sont en train de travailler la partie relation client et comment est-ce qu'on va un peu plus loin. D'accord? Et c'est ça en fait qui est intéressant en termes de guide et de cartographie. Alors là, on ne voit pas trop la différence avec les verts, mais il y a 2 verts. Aussi, c'est important parce que ça vous permet de voir, en fait, c'est pas juste vous avez capitalisé avant, ça vous permet de voir où vous avez une bosse, en fait, de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que votre vague, en fait, elle va avancer. Il y a des choses que vous allez maîtriser et ça permet de voir où est-ce que vous en êtes. D'accord? Donc ça permet aussi d'avoir cette vision-là, c'est-à-dire que si j'ai, on va dire, une queue de comète qui traîne un peu trop, ça veut dire que, enfin, normalement ça ne devrait pas être possible, mais ça veut dire que vous avez des choses que vous traitez du palier d'avant et que vous avez passé sur le palier d'après. Donc il y a trop d'écart entre le palier où vous pensez être et des pratiques parmi les colonnes, où vous avez des choses qui traînent un petit peu. Donc faire attention aussi à ça. C'est pour ça que tout ce qui est indicateur, c'est super important, que ça se lit. Là on parlait sur la gestion de travail, mais même là-dessus, ça vous permet de savoir si est-ce que votre équipe elle n'est pas en train de s'étirer sur les pratiques et de ne pas se focaliser sur je monte un niveau de maturité et je ne traîne pas des choses qui me font un peu boiter, quoi. Et étonnamment, comme vous le voyez, il y a quelque chose de très cohérent. C'est-à-dire que vous n'avez pas des pratiques du niveau 6 avec des choses du niveau 2, etc. Vous voyez que ça se remplit vraiment comme ça. Donc, en fait, c'est étonnamment suffisamment bien fait. Moi, j'ai été étonné moi-même quand je l'ai fait. J'ai vraiment fait l'exercice pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment l'exercice brut. En fait, c'est suffisamment bien fait pour voir en fait, des pas à pas progressifs. Donc, en conclusion, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, donc la Kanban University nous envoie ce message-là qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise implémentation en fait, de Kanban. Il y a juste un différent niveau de profondeur. Ouais, ne partez pas à la course au level 6 sur Kanban Maturity Model. Kanban est une démarche pertinente pour effectuer une transformation évolutionnaire à tous les niveaux. Donc là aussi, c'est vraiment, on est sur de la transformation-évolution. Alors moi, j'aime pas trop le terme transformation, mais j'adore évolution. Sur la transformation, on peut toujours revenir en arrière. Mais là, du coup, on est sur quelque chose où ça permet de faire progresser sur le flux de travail, sur la culture, comme on a vu avec le Maturity Model juste avant, et sur les pratiques. Et enfin, donc, Kanban facilite les interactions pour donner naissance à des équipes qui sont dynamiques, alignées et harmonieuses. L'idée, en fait, c'est bien comprendre que Kanban, malgré le fait qu'on se focalise sur le process, tout ça est toujours en soutien des individus et des interactions. Voilà tout. Merci à vous.